C'est l'heure de notre panel américain avec Catherine Loubier, Raphaël Jacob et Alexandre Couture-Gagnon. À vous trois, bon début de soirée. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la paralysie du gouvernement commence à pincer notamment l'industrie aérienne. Voici quelques chiffres publiés aujourd'hui sur la réduction des vols parce que le gouvernement est paralysé. 4 moins de vols aujourd'hui. Le 11 novembre, il y en aura 6 de moins. Le 13 novembre, 8 de moins. Le 15 novembre, 10 Puis le 27 novembre, c'est l'Action de grâce aux États-Unis. Puis il y a beaucoup de gens qui prennent l'avion ce jour-là. Donc ça, c'est dans 2 semaines. Une quarantaine d'aéroports sont touchés, parmi les plus gros. New York, Chicago, Los Angeles notamment. Donc, ça touche pas mal tous les États-Unis. Catherine, vous avez vécu l'expérience pour nous aujourd'hui, sauf erreur. Bon, c'est pas nous qui vous avons envoyé dans un avion, là, mais vous avez vécu l'expérience. Comment ça s'est passé? Oui, c'est ça. Je suis partie de New York pour Los Angeles ce matin. Bien, c'est la panique un peu dans les aéroports, mais ça fait juste commencer. C'était pas si mal. Il y avait des retards, mais les gens sont anxieux parce qu'on dit qu'il y a plus de 700 vols qui vont être annulés. Puis c'est pas dans des petits aéroports, hein, c'est dans des aéroports qui desservent d'autres routes. Donc, on voit toute l'ampleur de la crise. Là, maintenant, les gens disent il faut que ça arrête, c'est pas drôle. C'est pas juste ça, c'est les prêts aux entreprises, c'est les sites nucléaires qui sont en shutdown, c'est le PIB qui recule de 0,2 %, c'est 15 milliards de ponctions dans l'économie, je pense, à chaque semaine ou quelque chose qu'une affaire. C'est vraiment partout que ça se fait sentir. Et là, la patience des électeurs est à bout. Et ici, aux États-Unis, vous le savez, Thanksgiving, c'est gros. Et ça, c'est dans 3 semaines et tout le monde voyage. Donc, beaucoup d'anxiété. Vous avez eu combien d'heures de retard? À peu près 1 heure de retard. Ah, c'est pas si mal, quand même. OK. D'accord. À voir donc si ça va être encore pire au cours des prochains jours. Alexandre, politiquement, là, Catherine parle de la pression populaire qui se fait sentir de plus en plus. Politiquement, est-ce qu'il y a un danger pour Donald Trump? Après tout, c'est lui le gouvernement. C'est lui que les gens vont probablement montrer du doigt pour les services affectés par la paralysie du gouvernement. Alexandre. Définitivement, le taux d'approbation du président américain va en diminuant. Il lui reste juste sa base, là, à 40 %. C'est vraiment très peu aux États-Unis. Donc, ça devient très difficile de gouverner avec cette base-là. Puis je pense que les républicains commencent à penser aux élections de mi-mandat puis se demandent comment ils vont s'aligner, quelle stratégie ils vont prendre pour garder leur poste parce que Donald Trump, lui, peut pas être élu. Mais là, avec la paralysie ou la diminution des vols, puis le secrétaire d'État des Transports a dit que ça allait même diminuer jusqu'à 20 %, donc 20 % des vols qui allaient diminuer dans les prochaines semaines. Ça affecte tous les Américains. Tu sais, quand c'était les timbres ou les SNAP, là, les bénéfices, l'aide alimentaire aux familles pauvres, aux mères monoparentales, aux familles avec enfants, ça affectait les classes pauvres de la population. L'inflation, ça affecte tout le monde, mais là, les vols, ça affecte les Américains. Je pense que c'est comme 30 millions des Américains qui prennent au moins un vol à chaque année. Plusieurs d'entre eux, certainement, c'est pour l'Action de grâce, comme vous l'avez dit. Puis donc là, c'est les Américains des classes moyennes, supérieures et riches qui sont affectés parce qu'ils doivent prendre l'avion, puis ils réalisent très bien les conséquences de la paralysie budgétaire dans leur vie quotidienne. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que Schumer, aujourd'hui, a laissé entendre qu'elle allait peut-être qu'il était ouvert à des négociations avec Donald Trump. Raphaël, le danger, y a-t-il un danger politique pour Donald Trump ou, à la rigueur, aussi pour les démocrates? Parce qu'on a l'impression que personne bouge reste campé sur ses positions. Oui, c'est-à-dire que les dangers ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que pour le camp démocrate, au début, le risque était vu comme étant de ne pas être assez agressif face à Trump. La raison, disons-le très franchement, pour laquelle il y a un shutdown, il y a une paralysie en premier lieu, c'est que les démocrates n'ont pas accepté de passer un plan budgétaire avec les républicains pour financer l'État américain, la continuation du financement de l'État américain qui n'était pas controversé en soi. Les démocrates ont commencé à faire des demandes liées au système de santé, à Obamacare, qui n'étaient pas directement liées au budget. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est qu'on se disait, notre base, si on ne bombe pas le torse face au président, évidemment que notre base déteste, elle ne nous le pardonnera pas. Ça, c'était le risque démocrate au début. En même temps, plus on avance dans cette paralysie-là, plus le risque est de plus en plus important du côté républicain, du côté du président. Parce qu'à partir du moment où, comme Catherine, comme Alexandre le mentionne, les impacts de cette paralysie-là commencent à toucher à peu près toutes les strates de la société américaine, au final, et surtout si ça fait du temps, ça fait maintenant plus d'1 mois que ça dure, éventuellement, l'Américain moyen, l'électeur américain moyen oublie qui est responsable de la paralysie en premier lieu et regarde qui est le président des États-Unis, qui est le dirigeant numéro 1, et cette personne-là, c'est le président américain. Non seulement ça, mais quand on écoute
la rhétorique du président, il est complètement intransigeant et il a des raisons d'être intransigeant, reste qu'il l'est. Donc, au niveau de la perception populaire, plus ça avance, surtout si ça déborde jusqu'à Thanksgiving, je vous dirais que le risque va être de plus en plus de son côté que du côté démocrate. Parlant du président, voici une de ses déclarations de cette semaine. We have a shutdown, as you probably know, because the Democrats have gone, they're crazy. They're crazy. But they don't care if they hurt the country. But we've approved it 14 times. We've approved opening up 14 times, and they keep rejecting it. And I guess maybe they will again. Let's see what happens. Bon, donc il rejette la faute sur les démocrates. Catherine, je ne sais pas si c'est mesurable, mais quelle est la proportion d'enjeux réels de politique publique dans la paralysie de l'État et la proportion de partisanerie entre les républicains et les démocrates? Oh, bonne question. Bien, écoutez, je pense que vraiment, là, la soupe chaude, ils vont la sentir. Là. Comme mes deux collègues l'ont dit, on est les deux pieds dedans à la veille de l'Action de grâce et avec toutes les conséquences aériennes sur l'économie aux États-Unis. Et je pense que là, ce qu'on cherche, c'est à négocier les politiques en dehors de ce shutdown-là. Il y avait des discussions aujourd'hui entre John Kennedy et d'autres idées de la part de Rand Paul. John Kennedy disait il a présenté une loi pour continuer à payer les membres du Congrès. Il y a certaines personnes qui se sont opposées à ça. Du côté des républicains, Rand Paul disait « Mais pourquoi on ne continue pas à payer l'aide aux Américains pendant les shutdowns? Moi, c'est ça la loi que je voudrais voir. » Donc, il y a énormément de partisanerie, il y a énormément de polarisation. C'est un reflet, je pense, de ce qu'on voit dans les élections qui viennent de s'écouler à New York, en Georgie, aussi la surprise au Vermont, New Jersey. Donc, beaucoup de partisanerie, mais là, les limites seront posées par la population, je pense, dans les jours qui viennent. Parlant de New York, allons sur l'élection à la mairie de New York avec la victoire de Zoran Mamdani. Voici ce qu'il a dit lors de son discours de victoire. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. OK, Donald Trump, montez le son, écoutez-nous. Alexandre, est-ce que M. Mamdani est le nouveau poster boy des démocrates, c'est-à-dire l'espoir des démocrates face à Donald Trump? C'est la grande question. C'est ce qu'il a promis, d'avoir une taxe sur les gens qui ont des revenus de plus d'1 million, d'avoir des programmes de garderie gratuites, d'avoir un contrôle des loyers plus serré dans la ville de New York, d'avoir des transports en commun aussi, je pense des autobus gratuits pour plusieurs. Ça, il va chercher vraiment le cœur de l'électorat moyen l'électeur moyen veut juste une diminution du coût de la vie, une augmentation de son pouvoir d'achat. Puis c'est un peu la même chose que la campagne de Donald Trump. C'est ça, ils ont joué sur exactement ces mêmes cordes-là, les républicains, pendant la campagne électorale. C'est drôle parce que là, c'est un démocrate qui le fait. Oui, tout à fait, mais ça va dépendre comment Zoran Mamdani, lui, décide de gouverner. S'il décide de gouverner en diviseur politique pour diviser la population, je ne sais pas si ça va fonctionner tant que ça. Les New-Yorkais sont quand même des personnes vraiment pragmatiques qui viennent de partout dans le monde, qui ont beaucoup voyagé puis qui sont capables de faire des comparaisons avec des politiques publiques ou des programmes dans d'autres pays ou dans d'autres villes des États-Unis. Puis je ne sais pas comment il est quand même juste dans la trentaine. Il n'a pas une expérience politique si grande que ça pour contrôler une ville aussi large. Il a beaucoup fait sa campagne avec les médias sociaux. Dans les derniers jours, tous les journalistes sont sortis en disant qu'ils étaient vraiment allés chercher les gens d'affaires, qu'ils avaient essayé de se rapprocher d'eux. Puis là, la dernière nouvelle, c'est qu'il a décidé de garder la commissaire de la police de New York en poste pour montrer qu'il voulait une certaine continuité. Il est même allé dans l'administration de la ville. Donc, on va voir comment il va gouverner. Mais définitivement, je pense que c'est la recette du succès que plusieurs démocrates entrevoient. Voici la réaction de Donald Trump. The communists, Marxists, socialists, and globalists had their chance, and they delivered nothing but disaster. And now let's see how a communist does in New York. We're going to see how that works out. And we'll help them. We'll help them. We want New York to be successful.
OK, les communistes, les marxistes n'ont jamais rien donné de bon. On va l'aider, on va l'aider. Il est ironique ici, Raphaël, ou il est sérieux? C'est Donald Trump, comment savoir? Une fois que ça s'est dit, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que depuis les derniers jours, on met une opposition totale entre, d'un côté, Trump et Mamdani. Et les deux clans se voient comme des opposés absolus. En même temps, le secret de Polichinelle, Alexandre a un petit peu volé mon punch un instant, c'est que ces deux gens-là, ces deux clans-là sont essentiellement, à plusieurs égards, les deux côtés de la même pièce. Quand vous regardez ça froidement, les deux n'avaient à peu près aucune espèce d'expérience sérieuse de gouvernance. Il y en a un qui a 30 ans ou l'autre qui a 70. Ils n'étaient pas vus à la base et dans un contexte plus normal, n'auraient pas été vus comme des candidats sérieux au poste qu'ils briguaient en premier lieu. Qu'est-ce qu'ils ont également fait? Tous les deux ont parlé des enjeux qui inquiétaient foncièrement les électeurs. Et les deux l'ont fait avec des solutions magiques, des solutions simples que plusieurs critiques pourraient dire qui sont simplistes, voire démagogiques. Pour M. Trump, notamment dans sa campagne, bien sûr, de 2015-2016, on parlait d'immigration illégale. La solution, c'était quoi? On va construire une grande muraille à la frontière du Mexique qui va être payée par le Mexique. M. Mamdani arrive à New York, il y a un problème au niveau de l'abordabilité de la ville. Qu'est-ce qu'on fait? On va geler les loyers. C'est vendeur, c'est extrêmement simple. Et l'autre point, et d'un point de vue politique, c'est peut-être le plus fondamental, c'est que tous les deux ont une base d'appui qui est absolument galvanisée, qui les adore. Et en même temps que ça, c'est vrai, ils font carrément peur à la nette majorité du reste de l'électorat américain. L'an dernier, lors de l'élection présidentielle de 2024, à l'échelle nationale, lorsqu'on sondait les électeurs et les électrices de Kamala Harris, à savoir s'ils avaient voté d'abord et avant tout pour elle ou contre Trump, c'était 60 qui avaient dit qu'ils avaient, et elles avaient d'abord voté contre Trump. Quand on a sondé les électeurs et les électrices d'Andrew Cuomo, qui, doit-on le rappeler, était jusqu'à très récemment lui-même un démocrate, à savoir s'ils avaient d'abord voté pour lui ou contre Mamdani, c'est 72 qui ont dit que c'était d'abord et avant tout un vote contre Mamdani. Donc, il y a des choses par rapport auxquelles il faut faire attention. Mamdani n'est pas à l'image de l'ensemble du Parti démocrate, certainement pas à l'image des autres démocrates qui ont gagné dans plusieurs courses, comme Catherine l'a mentionné il y a un instant. Qu'est-ce que vous faites comme lecture, Catherine, justement, des gens qui disent que l'opposition à M. Mamdani n'était pas si forte que ça? Le démocrate déchu Cuomo, un républicain bizarroïde, là, cela oui. Est-ce qu'il a gagné un peu par défaut parce qu'il n'y avait pas un meilleur choix à New York ou il a vraiment fait une excellente campagne? C'est peut-être un peu des deux, remarquez. Bien, en fait, il y a quelque chose que je veux dire. D'abord, je pense que ça démontre la difficulté de la machine électorale des démocrates, y compris les primaires qui ont eu lieu où M. Mamdani a gagné la primaire des démocrates. Ensuite, je pense que c'est l'effet Trump qui pousse certains voteurs vers les progressistes et surtout dans les milieux urbains, dans les grandes villes. Et je pense que ça ne sera pas la dernière fois qu'on va voir ce genre de phénomène-là arriver aux États-Unis, peut-être dans d'autres élections qui s'en viennent. Il y a aussi le fait que ce n'est pas un accident. M. Mamdani a fait une campagne qui était préparée, qui était bien orchestrée, qui avait des stratégies sur les médias sociaux. Il a rejoint les jeunes, il a rejoint les communautés racisées. Il y a eu un vote qu'on n'a pas vu depuis des dizaines d'années, des décennies, 1,75 million, là, plus les mail-in ballots, les votes par la poste. Mais c'est pas tant que ça quand on regarde que New York est 8,5 millions de personnes. Alors, tu sais, j'ai le goût de dire, je suis un peu fâchée, moi, j'ai encore une propriété à New York, mais tu sais, j'ai le goût de dire, réveillez-vous les New-Yorkais. Si vous ne voulez pas avoir Mamdani, allez voter. D'abord, il y a cela, là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont voté. Et je pense que ça va être assez amusant de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Parce que y a déjà les républicains qui se battent entre eux en disant il faut couper le financement à New York, et la représentante de Staten Island répond aux républicains de Georgie, Buddy Carter, en disant non, il faut pas couper à New York, arrêtez-moi ça, on va s'entendre que... Alors, oui, ils ont fait campagne presque sur les mêmes thèmes, et maintenant, c'est une question de est-ce qu'on va couper les vivres à New York ou pas. À la fin de la journée, je vais terminer là-dessus, j'ai transigé beaucoup avec la ville de New York. Il ne faut pas trop donner d'importance non plus. Il va être pris dans cette camisole de force bureaucratique-là. Il y a un conseil municipal avec toute une série de personnalités assez fortes à New York. Il y a la gouverneure qui est en élection, qui déjà est en guerre ouverte avec Elise Stefanik, qui vient de lancer sa campagne. Elise Stefanik, qui est élue au Congrès à New York et qui est la protégée, la dauphine
de Donald Trump qui veut se débarrasser de Kathy Hochul, qui avait remplacé le démocrate Andrew Cuomo. Donc, beaucoup de dynamique à venir et il ne faut pas lui donner trop d'importance. Il va faire ses premières politiques au départ, probablement l'autobus gratuit, ce genre de choses-là. Mais après, il va trouver ça difficile de gérer cette ville-là. La preuve sera dans le pudding et on le jugera selon le pudding qu'il nous livre. Tour de table pour terminer, Alexandre, sur la Cour suprême qui commence à entendre la contestation des pouvoirs de M. Trump, notamment sur les droits de douane. Là, on conclut que la Cour suprême est sceptique face aux droits de douane appliqués par M. Trump. Pourquoi on arrive à cette conclusion-là, Alexandre? Parce qu'on a commencé à entendre le 5 novembre, Sauer, le solliciteur général, l'avocat du gouvernement, s'est présenté devant la Cour suprême. La Cour suprême a décidé d'entendre cette cause-là parmi les premières. Donc, elle a choisi de la devancer dans son calendrier. Puis, tous les juges, Gorsuch, John Roberts, Barrett, les juges conservateurs, Gorsuch puis Barrett, nommés par Trump, qui ont questionné le solliciteur général des États-Unis, puis qui ont vraiment laissé supposer qu'ils ne croyaient pas à l'idée que AIPA, la loi qui permette de gérer les relations avec les autres pays, surtout par rapport à la régulation des importations, permettent d'avoir des tarifs, permettent au président de décider des tarifs. C'est le pouvoir présidentiel, dans le fond. Tous les juges ont dit c'est au Congrès de faire ça, puis il n'y a rien dans la loi qui vous donne le pouvoir d'établir des tarifs, notamment d'augmenter les tarifs de 10 sur le Canada après une publicité que vous n'aimez pas. Le président sur Truth Social a écrit le cas de demain. Donc, il parlait à la veille de l'audition de la Cour suprême. Le cas de demain devant la Cour suprême des États-Unis est littéralement une question de vie ou de mort pour notre pays. Avec une victoire, nous avons une formidable mais juste sécurité nationale et financière. Sans cela, nous sommes pratiquement sans défense contre les autres pays qui ont, depuis des années, profité de nous. Donc, il joue gros, Raphaël, devant la Cour suprême. Il joue très gros parce que c'est une des pièces maîtresses, bien sûr, de sa présidence et un de ses outils principaux en matière de diplomatie et de relations avec les autres pays également. Une fois que ça s'est dit, je me garde un peu de temps juste pour revenir très rapidement sur M. Mamdani. Sébastien, si vous voulez finir sur la Cour suprême avec Catherine, aucun problème, mais je tiens vraiment à mentionner une chose qui est fondamentale, deux choses, en fait, qui se sont passées cette semaine. La première, c'est que pour la toute première fois de l'histoire des États-Unis, l'âge médian pour acheter une première maison s'est passé à 40 ans. C'est du jamais vu. La deuxième chose, c'est qu'on a atteint... Attendez, avant, c'était plus bas que 40 ans? C'était évidemment beaucoup plus bas. Et plus les années avancent depuis la crise de 2008, plus on avance en âge. On est rendu à 40 ans, de un. Et de deux, très rapidement, on a atteint le deuxième pire niveau pour ce qui est de la confiance des consommateurs selon l'Université du Michigan. On est encore plus bas que lors de l'année de la crise de 2008. Je le dis parce que si vous ne réalisez pas, vous ne comprenez pas pourquoi des types comme Trump et Mamdani peuvent émerger. La dynamique politique, elle est extraordinairement influencée par les bouleversements économiques qu'on voit depuis les dernières années. Je tenais à le mentionner. 30 secondes, Catherine. Monsieur Trump devant la Cour suprême. On n'aura pas la décision rapidement. Là. Ça va prendre un certain temps, n'est-ce pas? Oui, des mois, mais peut-être des semaines aussi. C'est très... on ne le sait pas, en fait. Mais moi, ce que je dirais, c'est que ce que j'ai entendu à date, et ma collègue l'a dit, c'est que les juges sont assez dérangés par le fait que l'exécutif a de plus en plus de pouvoir et les élus, les représentants, bien, c'est eux qui sont élus par la population et ça doit se passer un peu plus dans le Congrès. Donc oui, il y a les termes qui sont discutés, mais il y a aussi la place du pouvoir là, avec le peuple, finalement. Intéressant débat. On en reparlera. Merci et bonne fin de semaine. Merci. Merci.